Au XVIIe siècle, une révolution sans précédent fait basculer l'humanité dans le monde moderne. Tout va changer à partir de là. La science apparaît, l'univers devient rationnel et mathématique. L'homme comprend enfin comment fonctionne la nature. Et cette compréhension va déclencher une explosion d'inventions technologiques. Face à cette toute nouvelle puissance de création et d'organisation, Francis Bacon écrira la fameuse phrase « La connaissance, c'est le pouvoir ». La pensée humaine devient plus affûtée que jamais. L'esprit critique et le raisonnement logique font progresser la science et la technologie à un rythme démentiel. On comprend le mouvement des astres, on découvre la vie microscopique, on invente la physique et la méthode scientifique. Toutes les bases sont posées pour l'avènement de notre civilisation moderne. Pourquoi cette révolution s'est-elle déclenchée ? Comment est-on passé de la pensée magique à la méthode scientifique ? Quels éléments précis nous ont fait basculer dans une nouvelle civilisation ? Le premier véritable scientifique de l'histoire, c'est Galilée. Grâce à un raisonnement logique imparable, il va remettre en question les préjugés des anciens sur la chute des corps. Et en observant le ciel avec une précision sans précédent, il va balayer le dogme qui plaçait la Terre au centre de l'univers. Il va perfectionner la lunette d'approche et l'utiliser pour des observations astronomiques. Il observe les cratères de la Lune, les satellites de Jupiter et les phases de Vénus. L'astronomie moderne démarre grâce à une invention technologique. Et plus tard, un nouvel instrument encore plus efficace verra le jour, le télescope. C'est Newton qui a conçu le premier télescope, on parlera de Newton un peu après. Son idée consiste à remplacer les lentilles par des miroirs. Dans les lunettes astronomiques, on a des lentilles qui réfractent la lumière passe à travers les lentilles, alors que dans les télescopes, on a des miroirs qui réfléchissent la lumière. L'avantage, c'est qu'on évite l'aberration chromatique. Artistiquement, c'est sympa, mais si on veut faire de l'observation précise, c'est pas terrible. L'autre avantage, c'est que c'est beaucoup plus facile de fabriquer un grand miroir plutôt qu'une grande lentille. On a plus d'ouverture, donc plus de lumière. Ça permet d'observer des objets plus lointains comme des nébuleuses et des galaxies. Ce qui nous amène au sponsor de cette vidéo, Unistellar. Aujourd'hui, c'est la seule marque de télescope intelligent conçue autour d'un véritable miroir. Avec un diamètre plus large que les modèles à lentilles, leur télescope capte davantage de lumière et donc les images s'affichent plus vite et gagnent plus de détails. Passer de la lunette au télescope, ça a permis de faire un bond en avant dans l'observation du ciel. Avec Unistellar, une nouvelle étape est franchie grâce à la sensibilité des capteurs électroniques et à l'automatisation. Le télescope devient intelligent, il est capable de pointer tout seul les objets à voir au moment de l'observation. Avec un système optique et d'imagerie optimisé, il va même détecter facilement les objets distants qui sont souvent invisibles dans un télescope classique. Et après, il va pouvoir les observer en haute résolution. Si vous voulez faire des observations en amateur, Unistellar propose la gamme Odyssey. Ce sont des télescopes compacts qui s'installent en 2 minutes et qui vous donnent accès à la tache rouge de Jupiter, aux anneaux de Saturne, mais aussi à plus de 5000 nébuleuses colorées, galaxies et amas stellaires. Vous pouvez relier le télescope à une application. Donc l'appareil est sur la terrasse et si vous voulez, vous pouvez le contrôler avec une tablette tout en restant bien au chaud à l'intérieur de la maison. A l'inverse, si vous voulez partir dans la nature, le télescope pèse seulement 4 kg et il est rangé dans une boîte très compacte. En plus d'avoir inventé les télescopes intelligents, Unistellar est la seule marque qui a remis un oculaire dans le design. C'est un œilleton électronique fabriqué par Nikon qui projette l'image à l'infini. Ça permet déjà une vraie plongée dans la profondeur du ciel à la bonne luminosité. Et surtout, vous pouvez passer l'oculaire à vos amis, ça devient un moment à partager. À côté de ça, Unistellar est en partenariat avec la NASA et le SETI via un programme qui s'appelle Citizen Science. Par exemple, vous mesurez l'occultation d'un astéroïde ou vous suivez l'activité d'une comète. Et ensuite, si vous voulez, vous transmettez vos observations au SETI. Et c'est une petite contribution, mais vous faites avancer la science. Si ça vous intéresse, il y a des réductions sur le site du 8 au 13 juillet.
Vous pouvez utiliser le code que j'ai mis en description, ça vous permettra de recevoir gratuitement un sac à dos pour chaque commande. Et c'est pas un petit sac à dos, hein, c'est un truc qui vaut 300 €. Pour donner quelques détails, je touche une commission sur les ventes, donc si vous voulez vous faire plaisir en achetant un beau télescope, sachez que si vous passez par mon code, vous soutenez aussi indirectement la chaîne Livre et Sciences. Merci à Unistellar de nous soutenir et retour à la vidéo. En se basant sur la longue vue hollandaise, Galilée va construire une 60aine de lunettes astronomiques. La grande majorité sont complètement ratées, mais Galilée est quelqu'un de persévérant. Il va finir par fabriquer un instrument fiable avec un grossissement de 20 alors que les longues vues ne dépassaient pas 3. On peut désormais voir les objets 20 fois plus gros qu'à l'œil nu. En pointant vers le ciel cette petite merveille de technologie optique, Galilée va découvrir des choses renversantes. Il comprend que la Lune n'est pas un astre parfait, mais qu'elle comporte des montagnes et des cratères. Ces aspérités apparaissent clairement sur le terminateur, la zone de transition entre l'ombre et la lumière. Deuxième observation absolument fracassante, les phases de Vénus. Grâce à la lunette, Galilée comprend déjà que la taille apparente de Vénus change au fil du temps, et surtout que des phases d'éclairement se succèdent entre la pleine Vénus et la nouvelle Vénus, à l'instar de la pleine Lune et de la nouvelle Lune. Ce constat entre en totale contradiction avec le modèle géocentrique qui plaçait la Terre au centre de l'univers. Dans ce modèle, pour coller aux observations, Vénus ne tournait ni autour de la Terre ni autour du Soleil, mais autour d'un point dans l'espace. C'est grâce à cette astuce un peu tirée par les cheveux que le modèle arrivait à prédire la position de Vénus dans le ciel. Selon cette vision des choses, Vénus serait donc toujours située à peu près entre la Terre et le Soleil. Mais si c'était le cas, elle devrait rester dans des phases d'éclairement très sombres. On ne devrait jamais observer de pleine Vénus. Alors que dans le modèle héliocentrique, qui est le bon modèle, avec les planètes qui tournent autour du Soleil, il y a des moments où Vénus est quasiment de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre. À ce moment-là, elle est pleinement éclairée, à l'instar de la pleine Lune. Et cette phase d'éclairement total est effectivement observée par Galilée. L'ancien modèle géocentrique est donc invalidé. C'était plutôt un bon modèle, déjà parce qu'on peut l'invalider, ça c'est important, et en plus, il faisait de bonnes prédictions sur la position de Vénus dans le ciel. Mais le modèle héliocentrique est beaucoup plus simple, il n'y a pas besoin de poser des cercles sur des cercles. La simplicité, c'est pas un critère scientifique, mais c'est souvent une bonne indication. Et c'est surtout avec les phases de Vénus qu'on comprend qu'il faut rejeter définitivement le modèle géocentrique. La Terre n'est pas au centre de l'univers. Et Galilée va enfoncer le clou avec une des plus belles observations de l'histoire de l'astronomie, la découverte des satellites de Jupiter. En pointant sa lunette vers Jupiter, Galilée va observer, juste à côté de la planète, ce qu'il appelle au début 4 étoiles fixes. Après 2 mois d'observation, il revient sur sa description initiale. Il y a bien 4 objets, mais ils sont clairement en mouvement autour de Jupiter. On les appellera plus tard Io, Europe, Ganymède et Callisto. Les voici photographiés par une sonde spatiale qu'on a nommée adroitement Galileo. Ces satellites ne tournent ni autour de la Terre, ni autour du Soleil. C'est un autre système cosmique avec des mouvements similaires, mais autour d'un autre corps céleste. Il va donc falloir décrire tous ces phénomènes gravitationnels de manière universelle. Grâce à ces observations, Galilée se forge une place de premier choix dans l'histoire de la science. Et ce qui est complètement fou, c'est que ce n'est même pas son œuvre majeure. C'est en étudiant la chute des corps que Galilée va complètement révolutionner notre compréhension de la nature. Il va tout simplement inventer la physique moderne.
Aristote pensait que les corps lourds tombaient plus vite que les corps légers. Et avec les frottements de l'air, c'est effectivement ce qu'on observe. Si je fais tomber une pomme et une feuille du haut d'une tour, c'est évidemment la pomme qui va toucher le sol en premier. Par un argument purement logique, Galilée va montrer que cette loi ne peut pas décrire la nature de la chute libre. Son argument est le suivant, vous allez voir, c'est à la fois génial et imparable. Je lâche un gros caillou et un petit caillou du haut d'une tour. Si l'hypothèse d'Aristote est vraie, le gros caillou qui est plus lourd touche le sol en premier. Mais maintenant, que se passe-t-il si j'attache avec une corde le petit caillou au gros caillou? Première conséquence, vu que le petit caillou est moins lourd, il tombe moins vite. Il va donc ralentir le gros caillou. La corde va se tendre et le petit caillou va exercer une force vers le haut et ça va ralentir le gros caillou. Première conclusion donc, l'ensemble gros caillou plus petit caillou va toucher le sol plus tard à cause du ralentissement créé par la corde. Mais on peut voir les choses autrement. Cet ensemble gros caillou plus petit caillou, il est plus lourd que le gros caillou seul. Et si on en croit Aristote, le système complet, qui est plus lourd, devrait donc tomber plus vite. Deuxième conclusion, l'ensemble gros caillou plus petit caillou va toucher le sol plus tôt à cause de la corde. Les deux conclusions sont incompatibles. On est arrivé à une contradiction. L'hypothèse de départ d'Aristote doit donc être rejetée. On pourrait supposer que ce sont les objets légers qui tombent plus vite, on arriverait au même problème. La seule conclusion possible, c'est que, tant qu'il n'y a pas de frottement, tous les objets tombent à la même vitesse et arrivent au sol en même temps. Bien sûr, Galilée ne va pas s'arrêter au seul argument logique, il va mesurer la chute des corps. Là, il va se retrouver face à deux problèmes. D'abord, il faut s'affranchir des frottements. On ne veut étudier que les effets de la gravité. Et ensuite, si on lâche des objets du haut d'une tour, ils tombent beaucoup trop vite, on n'a pas le temps de mesurer quoi que ce soit. Galilée va contourner ces deux problèmes en faisant rouler des objets sur des plans inclinés. En faisant ça, il va effectivement conclure que la trajectoire ne dépend pas de la masse. Les objets légers arrivent en bas en même temps que les objets lourds. En soi, c'est déjà une découverte incroyable, ça permet de mieux comprendre la gravité, mais ce qui va vraiment tout changer, ce qui va donner naissance à la physique moderne, et donc à notre civilisation scientifique et technologique, c'est une nouvelle approche du problème absolument géniale que Galilée va mettre en place. Il va mesurer le temps que met l'objet à rouler, donc il va mesurer une durée. Il va aussi mesurer la distance parcourue et il va se rendre compte que cette distance est proportionnelle au carré de la durée. Par exemple, si l'objet met 3 secondes à rouler, il va calculer 3 au carré, donc 3 fois 3, 9. À chaque fois, ce carré est relié directement à la distance. Il y a une relation mathématique, une relation géométrique même, entre la distance et la durée. Galilée est en train d'analyser un phénomène naturel en utilisant des relations géométriques. Ça, c'est nouveau. L'humanité vient de passer un nouveau stade d'abstraction. Il va tracer une ligne horizontale pour représenter le temps qui passe, et donc les durées, et une ligne verticale pour représenter la vitesse de l'objet. Plus le temps passe et plus l'objet prend une vitesse élevée, on est en train de tracer la vitesse en fonction du temps, et dans l'expérience du plan incliné, on dessine une ligne droite vu que la vitesse augmente linéairement avec le temps. Et c'est là que Galilée a une idée incroyable, il a l'intuition que la distance parcourue par l'objet se cache quelque part dans cette figure. Là, on trace la vitesse en fonction du temps, mais la vitesse, on le sait, c'est la distance sur le temps. Du coup, peut-être que la distance se cache dans ce diagramme. L'éclair de génie de Galilée, c'est de dire que la distance apparaît effectivement dans le graphe. La distance parcourue, c'est l'aire du triangle. Aujourd'hui, on sait faire le calcul,
la vitesse vaut g fois t, et donc l'aire du triangle, c'est 1/2 de g fois t au carré. On retrouve bien une distance proportionnelle au carré de la durée. En réfléchissant de manière géométrique, Galilée a l'intuition de cette formule sans même avoir besoin de l'écrire. Ce sera formalisé plus tard sous forme d'équation. À l'époque, il n'écrit pas la formule, il a seulement une idée abstraite du concept. Si vous avez fait un peu de maths, vous savez ce qui vient de se passer avec l'aire sous la courbe. Galilée vient d'avoir la première intuition du calcul intégral. Et en faisant ça, il amène effectivement l'humanité à un stade d'abstraction supérieur. Les mathématiques, en plus de nous aider au calcul et aux mesures géométriques, vont désormais nous permettre de comprendre la nature dans ses moindres détails. C'est la naissance de la physique, c'est la naissance de la science moderne. Quelques années après Galilée, un certain scientifique anglais va justement utiliser les mathématiques pour faire le lien entre les deux phénomènes dont on vient de parler, la chute des corps et le mouvement des astres. Newton et son concurrent allemand Leibniz vont littéralement inventer les notions de fonctions mathématiques, de dérivées et d'intégrales. C'est la naissance de l'analyse, un des piliers des mathématiques modernes. Grâce à ce nouvel outil surpuissant, Newton va mettre en équation le mouvement des astres. Il va décrire de manière unifiée la trajectoire des objets terrestres et des corps célestes. Et pour ça, il formalise l'intuition qu'avait eue Galilée. Quand on trace la vitesse en fonction du temps, l'aire sous la courbe correspond à ce qu'on appelle l'intégrale de la fonction, donc ici l'intégrale de la vitesse. L'intégrale de la vitesse, c'est la distance. Et ensuite, pour avoir accès à la vitesse, Newton intègre l'accélération. Toute la dynamique de l'univers repose désormais sur cette grandeur fondamentale, l'accélération. Et dernière pierre à l'édifice, ce qui cause l'accélération des objets, c'est ce qu'on appelle la force. Grâce au concept de force, Newton ne se contente pas de décrire le mouvement des objets, il donne une cause à ce mouvement. Et grâce à tout ça, il construit un des chefs-d'œuvre de la science, la théorie de la gravitation universelle. Le lien est fait entre la nature terrestre et le monde céleste. Il n'y a plus qu'un seul monde, décrit par une science mathématisée et unifiée. La pensée magique de l'alchimie et de l'astrologie laisse la place aux méthodes rationnelles de la chimie et de la mécanique, et Newton est vraiment à la croisée des deux mondes. Il a permis à la science de faire un bond de géant, mais en parallèle, et c'est moins connu, il a passé des années à se former en alchimie et à chercher sans succès à fabriquer la pierre philosophale qui, selon la légende, permet de changer le plomb en or. En plus de toutes ces avancées théoriques et de la naissance pure et simple de la science moderne, le XVIIe siècle connaît une véritable explosion technologique. On a évoqué la lunette de Galilée, qui nous rapproche de l'infiniment grand. En parallèle, Leeuwenhoek développe le microscope et part à l'exploration de l'infiniment petit. Un monde jusqu'alors invisible se dévoile avec ses myriades de bactéries, de globules et autres cellules en activité constante. Le baromètre de Torricelli permet de mesurer la pression atmosphérique et annonce l'avènement d'une nouvelle science qui sera au cœur de la révolution industrielle, la thermodynamique. Avec la pompe à air de Van Guericke, on fait le vide entre deux hémisphères accolés et on comprend que la force de pression exercée par l'air est d'une puissance si grande que même des chevaux en plein effort ne peuvent séparer les deux morceaux. Blaise Pascal invente la première calculatrice mécanique de l'histoire, et outre-Manche, Robert Boyle applique la méthode scientifique pour conduire des expériences rigoureuses
en optique, en thermodynamique et en chimie. Lui aussi va mathématiser ses observations. C'est lui le premier à comprendre que le volume d'un gaz multiplié par la pression reste constant si la température ne varie pas. Vous voyez, désormais, on mesure des grandeurs et on cherche des relations mathématiques. Enfin, Marcello Malpighi utilise le microscope pour détailler le fonctionnement du corps humain. Il va notamment se rendre compte que les veines et les artères sont complétées par un réseau extrêmement complexe de capillaires. Ça révolutionne la théorie de la circulation sanguine et ça amène un progrès notable de la médecine qui, à l'époque, en avait bien besoin. La révolution scientifique a fait basculer l'humanité dans une ère nouvelle. De multiples domaines se dévoilent. L'invisible de l'espace et de l'infiniment grand, et l'autre invisible, celui de l'infiniment petit. Ces avancées bousculent radicalement la place de l'homme dans la nature. La Terre n'est plus au centre de l'univers, mais d'un autre côté, l'homme se dote d'un outil d'une puissance inégalée, la méthode scientifique. C'est le début de notre civilisation moderne. Nous comprenons la nature bien mieux qu'avant, et grâce à cette compréhension, nous accédons à une puissance sans précédent. À l'échelle de l'histoire d'Homo sapiens, qui démarre il y a environ 300 000 ans, cette période scientifique et technologique est extrêmement récente. Reste à savoir si nous sommes capables d'encadrer cette puissance nouvellement acquise et de prendre nos responsabilités pour protéger un environnement devenu si facile à transformer. J'espère que ça vous a plu. Encore merci à Unistellar pour le sponsor. Je le redis, c'est un système de commission, donc si vous utilisez mon code, ça permet de soutenir indirectement la chaîne. Merci aux tipeurs. Je remercie aussi mon frère qui s'occupe du montage, je le fais pas assez souvent. Merci de m'accompagner dans cette belle aventure. La prochaine vidéo portera sur la théorie du tout. On parlera du lien entre mécanique quantique et relativité. En attendant, portez-vous bien et que la science soit avec vous.